petit ami depuis 8 ans prévoyait d'épouser la femme que ses parents avaient choisie, mais il n'a suffi que d'un jour pour qu'il revienne en rampant en découvrant qu'il allait perdre mon argent. Quand il est parti de la maison en pensant que je ne savais rien, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à agir. En silence. Sans cri, sans scène. Juste de la stratégie. Et à la fin de la nuit, il a découvert que tout ce qu'il valorisait le plus ne lui appartenait plus. Mon petit ami et moi étions en couple depuis 8 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble à l'université, depuis, nous étions inséparables. Au fil des années, nous avons traversé beaucoup d'épreuves en tant que couple. Nous avons affronté certains des moments les plus difficiles de la vie, comme lorsque j'ai perdu ma mère, lorsqu'il a perdu sa grand-mère, et même lorsque nous avons souffert ensemble d'une fausse couche. Nous avons aussi traversé des difficultés financières, surtout pendant les périodes de chômage. La plupart du temps, c'était lui qui perdait son emploi, généralement à cause de son tempérament difficile, et je devais intervenir pour nous soutenir tous les deux. Je l'ai aidé à de nombreuses reprises financièrement, j'ai payé ses factures et j'ai même acheté des choses qu'il voulait ou dont il avait besoin. Je me suis également efforcée de cuisiner pour lui et de prendre soin de lui autant que possible. J'ai fait tout cela non pas par obligation, mais parce que je l'aimais vraiment et que je tenais profondément à lui. C'est pourquoi vous pouvez imaginer à quel point j'ai été choquée et anéantie en découvrant que mon petit ami prévoyait d'épouser une autre femme, une femme que ses parents avaient choisie. Pour donner un peu de contexte, nous venons de religions différentes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il vient d'une culture où les parents ont une grande influence sur le choix du conjoint de leurs enfants. Dans de nombreux cas, ce sont eux qui décident si une personne est appropriée, en se basant sur la religion, les antécédents familiaux et d'autres valeurs traditionnelles. Mais quand nous nous sommes rencontrés, tout semblait différent. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait être uniquement avec moi. Il m'a promis qu'il parlerait à ses parents et qu'il leur ferait comprendre notre relation. Il m'a dit qu'il se battrait pour nous, qu'il les convaincrait de m'accepter, quoi qu'il en coûte. Je l'ai cru parce que j'avais confiance en lui, et parce que tout ce que nous avions construit au fil des années semblait si réel et solide. Cependant, avec le temps, il est devenu de plus en plus évident que ses parents ne m'acceptaient pas. Ils ont montré, à plusieurs reprises, qu'ils ne m'aimaient pas et qu'ils ne voulaient pas que leur fils soit avec quelqu'un comme moi. Et ce n'était pas subtil, ils le montraient par leurs attitudes et leurs paroles. Il y a eu de nombreuses réunions de famille et événements importants auxquels j'ai été complètement exclue, ou alors j'étais invitée à la dernière minute. Et même lorsque j'y allais, je n'étais pas bien accueillie. Je me sentais comme une étrangère, comme si je n'avais pas ma place dans cet environnement, peu importe combien j'étais polie ou respectueuse. Sa mère n'a jamais reconnu publiquement que j'étais la petite amie de son fils. Même après toutes ces années, c'était comme si j'étais invisible dans sa vie quand il s'agissait d'elle. J'ai entendu des conversations entre elle et ses amis ou des membres de la famille où elle parlait de moi comme d'une compagnie temporaire, comme si je n'étais qu'une face passagère, pas quelqu'un qui partageait sa vie depuis près d'une décennie. Elle disait des choses comme « il finira par trouver le bon chemin ». Et même si je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait dire par là, je ne peux que supposer que, pour elle, être avec moi est d'une certaine manière mauvais ou honteux. Et pourtant, au fil des années, j'ai donné de nombreux signes à mon petit ami que je voulais qu'il me demande en mariage. Je ne l'ai jamais pressé directement, mais j'ai clairement fait comprendre, à ma manière, que j'espérais que nous franchissions cette étape. Et, à chaque fois, il ignorait le sujet et répondait quelque chose comme « on est bien comme ça. On n'a pas besoin de se marier pour prouver notre amour. » Au début, j'ai accepté cela. Je me disais que le plus important, c'était l'amour que nous partagions et la vie que nous construisions ensemble, pas une bague ni une cérémonie. Mais avec le temps, mes sentiments ont commencé à changer. J'ai vu beaucoup de mes amis se fiancer, se marier, entamer de nouvelles étapes de leur vie. J'ai assisté à leur mariage, j'ai célébré avec elles et j'ai vu naître de nouveaux foyers et familles. J'ai commencé à me rendre compte que moi aussi, je voulais cela. Je veux me stabiliser, ressentir de la sécurité dans ma relation, être l'épouse de quelqu'un et pas simplement une petite amie de longue date qui vit dans l'espoir éternel de quelque chose de plus. Malgré tout cela, mon petit ami a toujours évité ce sujet. Peu importe combien de temps passe ou à quel point notre relation semble solide, il n'y a jamais de progrès. Et plus le temps passe, plus je me demande s'il a réellement eu cette intention un jour. Je dois l'admettre,
Tout cela a commencé à me rendre incertaine. Ces derniers temps, j'ai remarqué des changements dans son comportement que je ne peux pas ignorer. Depuis environ un mois, il est constamment collé à son téléphone, toujours en train de naviguer ou d'envoyer des messages, mais, lorsque je l'appelle ou que je lui envoie un message, il met souvent longtemps à répondre, ou ne répond tout simplement pas. C'est confus et frustrant, car s'il est tout le temps sur son téléphone, pourquoi ne pourrait-il pas prendre une seconde pour me répondre? Le plus étrange, c'est qu'il est au chômage depuis quelques mois, donc, en théorie, il devrait passer la plupart de son temps à la maison. Pourtant, il est de plus en plus souvent dehors, sans donner d'explication claire. Quand il est à la maison, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo ou reste complètement fermé sur lui-même. Je lui demande ce qu'il a fait de sa journée, mais ses réponses sont vagues, évasives. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dernièrement, il rentre souvent tard le soir. Et chaque fois que je lui demande où il était, il répond simplement « Je suis sorti avec des amis ». Rien de plus. Et c'est là que j'ai su qu'il y avait un problème. D'habitude, quand il sort avec ses amis, il ne s'arrête pas de parler de ce qu'ils ont fait, où ils sont allés, même des bêtises qui se sont passées. Mais maintenant, c'est comme s'il faisait délibérément tout pour cacher les choses. J'essaie de lui laisser le bénéfice du doute, mais il est difficile d'ignorer ce nœud à l'estomac, cette intuition qui hurle qu'il se passe quelque chose. Tout cela, les sorties nocturnes, les secrets, la froideur, a fini par me faire sentir que je vivais avec un étranger. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il s'agit d'un homme que j'ai aimé pendant des années, pour qui je me suis battue, que j'ai soutenu en tout, et qui, maintenant, me fait remettre en question toute notre histoire. Jusqu'à ce qu'un soir, il rentre ivre et s'écroule sur le lit. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre, j'ai pris son téléphone pendant qu'il dormait. À ma grande surprise, je n'ai pas réussi à le déverrouiller. Il avait changé le mot de passe, sans m'en parler. Rien que cela a suffi à renforcer mes soupçons. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai fini par découvrir le code. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. En fouillant les messages, j'ai trouvé une conversation avec une autre femme. Des messages clairs, évidents, il me trompait. J'ai découvert qu'ils se parlaient depuis 3 mois exactement depuis que j'avais remarqué un changement dans son comportement. D'après les échanges, j'ai compris que les parents des deux se connaissent déjà. Et non seulement ils sont au courant de la relation, mais ils l'approuvent. J'étais au bord de l'effondrement. Cet homme, mon petit ami, que j'ai aimé, soutenu et accompagné pendant 8 longues années, non seulement m'a menti, mais m'a trompé en toute conscience. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était un mensonge à tous les niveaux. Pendant que j'attendais et espérais qu'il s'engage avec moi, lui planifiait une vie avec une autre femme. Ce qui a rendu les choses encore pires, ce qui m'a vraiment brisé à l'intérieur, c'est de réaliser combien j'avais investi dans cette relation. Il vivait dans la maison que je paye, mangeait la nourriture que je cuisine, jouait à des jeux sur des consoles achetées avec mon argent, tout ça en faisant semblant que tout allait bien. Comme si je ne comptais pas. Il profitait de moi, de mes soins, de mon amour, alors qu'en secret il construisait un avenir avec une autre femme dans mon dos. Ça m'a fait terriblement mal de comprendre que, clairement, je ne comptais pas pour lui. Et à ce moment-là, j'ai compris brutalement que je n'avais jamais compté pour lui, du moins, pas comme je le pensais. Toutes ces années. Tout cet amour. Tout ce soutien. Tous ces soins. Rien de tout cela n'avait de valeur pour lui. Il prévoyait de m'abandonner comme si j'étais jetable. Comme si je n'étais qu'une phase, en attendant que quelque chose de mieux arrive. Et le pire, c'est qu'il préparait tout cela depuis des mois, juste sous mon nez, tout en faisant semblant que tout allait bien entre nous. Mais je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus. Il était temps d'agir avec sang-froid. J'ai pris des captures d'écran de tous les messages et photos entre lui et l'autre femme. Je me suis tout envoyé sur mon propre téléphone comme preuve, pas seulement pour moi, mais au cas où j'en aurais besoin un jour. Ensuite, j'ai remis soigneusement son téléphone à sa place, sans laisser la moindre trace de ce que je savais. Depuis cette nuit-là, j'essaie d'agir normalement. Je fais un énorme effort pour contrôler mes émotions. Mais, intérieurement, tout a changé. Aujourd'hui, quand je le regarde, je ne ressens que du ressentiment.
Chaque fois que je le vois affalé sur le canapé de ma maison, mangeant la nourriture que je prépare, faisant semblant de n'avoir rien fait de mal, quelque chose en moi bouillonne. Je veux qu'il ressente, ne serait-ce qu'une fraction, de la douleur qu'il m'a causée. Je veux qu'il comprenne ce que ça fait d'être utilisé, trahi, trompé. C'est un lâche répugnant. Un perdant égoïste et pathétique qui a tout aspiré de ce que je lui ai offert, sans jamais se battre pour me donner en retour ce que je méritais. Mise à jour 1. J'ai passé pas mal de temps à lire les commentaires, notamment un très drôle à propos de la chaise. Et même si je pense que c'était une blague à cause des ennuis juridiques que cela pourrait causer, c'était une blague, n'est-ce pas? En tout cas, ça m'a fait rire. Et j'avoue que j'aimerais pouvoir le faire sans conséquence. Je vais profiter de cette mise à jour pour répondre à quelques questions qui sont revenues. Depuis combien de temps sais-tu? Depuis quelques jours. Mais j'attends encore le bon moment, parce que lorsque je ferai ce que j'ai à faire, il faut que je sois sûr qu'il soit encore ici. Vous comprendrez bientôt. As-tu parlé à l'autre femme? Non. Pas encore. Pour l'instant, je me concentre sur lui. Je ne sais pas exactement ce qu'elle sait ou si elle aussi est manipulée, mais pour l'instant, ma priorité est de me protéger et de sortir de ce désastre de la manière la plus intelligente possible. Honnêtement, je ne vais pas bien. Je ressens de la colère, de la tristesse, de la trahison et une sorte d'incrédulité qui m'empêche de dormir. Et le pire, c'est que, il y a ici à la maison une magnifique chaise avec son nom gravé dessus. Je promets de poster une autre mise à jour bientôt dès que j'aurai décidé quoi faire ensuite. Mise à jour 2. Je crois qu'il est temps de libérer ma vengeance. Il est temps de lui montrer tout ce qu'il va perdre pour m'avoir trahi et rejeté. Fini d'être utilisé. J'ai pris au sérieux vos conseils et j'ai commencé à élaborer un plan pour quitter mon ex une bonne fois pour toutes. La première chose que j'ai faite a été de reprendre le contrôle de mes finances. J'ai retiré toutes les cartes bancaires de son accès et immédiatement changé tous mes mots de passe et codes PIN pour qu'il ne puisse plus accéder à mes comptes ni dépenser un centime de plus de mon argent. J'ai aussi annulé tous les abonnements et services à mon nom qu'il utilisait. Celui de la Xbox va faire mal. Fini les divertissements gratuits ou les avantages payés par mois. De plus, j'ai décidé de confisquer toutes les choses que je lui avais offertes, comme les consoles. Qu'il en demande une nouvelle à sa petite amie. Ou mieux, qu'il trouve un travail et se l'achète avec ses propres efforts. Je m'étais déjà complètement retirée de tout ce que je faisais par amour. Depuis que j'ai découvert la trahison, j'ai arrêté de faire le ménage, de cuisiner, avec l'excuse que je ne me sentais pas bien. Je me contentais de préparer quelque chose avec le peu qu'il y avait dans le frigo. C'est alors qu'il a commencé à remarquer les changements. Il a commencé à me demander pourquoi je ne cuisinais plus, pourquoi les abonnements étaient annulés, ce qui se passait. J'ai décidé de ne pas le confronter directement. Je savais que ce serait inutile. C'est un maître dans l'art de tout déformer, un menteur habile et un expert en manipulation. J'avais déjà vécu ça à plusieurs reprises. Je pointais un problème réel, et il retournait tout contre moi, niait tout ou faisait passer ça pour une invention de mon esprit. Je n'allais pas lui donner une chance de plus de me manipuler. Cette fois, je ne voulais pas de réponse. Je ne voulais pas de clôture. J'étais en train de créer ma propre fin, selon mes propres termes. Le week-end dernier, quand il est sorti de la maison pour voir ses amis, comme il le faisait toujours, je n'ai rien dit. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas discuté. Je savais déjà exactement où il allait. J'étais sûre qu'il allait voir l'autre femme. Mais cette fois, au lieu de laisser la douleur m'envahir, j'ai fait mon coup. Dès qu'il a franchi la porte, je suis passée à l'action. Je suis allée directement dans la chambre et j'ai commencé à emballer toutes ses affaires, vêtements, chaussures, objets personnels. Rien de ce que j'avais acheté et que je pouvais revendre pour récupérer un peu de mon argent n'a été laissé. Tout ce qui lui appartenait et occupait mon espace est allé directement dans des cartons. Je ne me suis même pas donné la peine d'être soigneuse, j'ai tout fourré comme ça venait, en priorisant mon temps, pas la sécurité de ces babioles. Quand tout a été emballé, j'ai transporté les cartons dehors et je les ai déposés devant la maison. Mais je n'avais pas encore terminé. J'avais déjà imprimé les captures d'écran des messages et photos entre lui et l'autre femme, celle que je m'étais envoyée cette nuit-là. J'ai placé les copies imprimées sur les cartons,
pour ne rien avoir à dire. Je voulais qu'il voie de ses propres yeux. Je voulais qu'il sache que je savais. Que j'étais au courant de tout. Qu'il n'était plus le bienvenu chez moi ni dans ma vie. Après avoir laissé les preuves de la trahison et ses affaires dehors, je savais qu'il fallait m'assurer qu'il ne puisse pas entrer comme si de rien n'était. J'ai appelé un de mes amis proches, quelqu'un qui connaît toute mon histoire, chaque détail de ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. Sans hésiter, il est venu et m'a aidé à changer les serrures. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il est juste arrivé avec ses outils et s'est mis au travail pendant que je sortais les cartons un par un. Il a trouvé ça hilarant. Il s'est même proposé d'acheter une des consoles. Quand la nuit est tombée, tout était prêt, serrure changée, ses affaires dehors et ma vengeance accomplie. Je savais qu'il reviendrait, probablement ivre, comme tant d'autres fois. Et cela rendait les choses encore plus intéressantes, parce qu'il devrait essayer de récupérer ses cartons avant que quelqu'un ne les prenne. On ne vit pas dans un quartier dangereux, mais je n'allais pas risquer qu'on vole ses caleçons troués, qui, soyons honnêtes, était la seule chose de valeur qu'il possédait vraiment. Et, comme prévu, il est apparu en titubant jusqu'à la porte, essayant d'ouvrir avec l'ancienne clé. Quand il a compris que ça ne marchait pas, il a commencé à frapper à la porte, à m'appeler, à crier mon nom, à exiger que j'ouvre. Il lui a fallu un moment pour comprendre que le problème, ce n'était pas l'alcool, c'était la clé. La serrure avait été changée. Alors il a commencé à crier, m'insulter, à demander ce qui se passait. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai juste dit de regarder sur le côté, que tout ce dont il avait besoin était là. Il était peut-être tellement saoul qu'il n'a même pas vu tout de suite. Au début, il avait l'air perdu. Il a regardé les cartons sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Et moi? Je n'ai pas dit un mot. Puis il a commencé à fouiller dans les cartons et m'a demandé pourquoi certaines de ses affaires étaient dehors. Il ne comprenait toujours pas. Il n'avait même pas encore remarqué les captures d'écran. Alors je lui ai donné un indice, j'ai mentionné qu'il y avait quelque chose à lire là. Il avait l'air plus perdu qu'une personne dans une escape room. Et quand il a enfin compris et qu'il a réalisé qu'il ne récupérerait pas ce qui manquait, il a paniqué. Il aurait peut-être pu vivre sans vêtements, mais sans ses jeux vidéo? Impossible. Il a commencé à hurler, à me supplier d'ouvrir la porte pour qu'on parle face à face, mais je n'allais pas ouvrir. Je n'allais pas le laisser entrer ivre, empestant une autre femme, et encore moins lui laisser la chance de récupérer quoi que ce soit. Il a continué à crier, oscillant entre colère et désespoir, jusqu'à ce qu'il réalise que je ne céderais pas. Il a appelé un ami pour l'aider à emporter les cartons ou presque tous, puis il est parti. Le lendemain matin, il est revenu pour récupérer ce que l'ami n'avait pas pu emporter. Je ne sais pas s'il a tout pris. Je l'ai observé depuis la fenêtre, en silence. Il a essayé une fois de plus de me faire parler, de me faire dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je l'ai ignoré complètement. Cette fois, il était sobre bien qu'il devait avoir une belle gueule de bois et, au ton de sa voix, il semblait avoir réfléchi à tout ça. Il a crié de l'autre côté de la porte qu'il était pratiquement obligé d'épouser l'autre femme. Comme s'il n'avait pas eu le choix. Il a dit qu'il aurait voulu être honnête avec moi, qu'il avait eu peur de me perdre. J'ai ri intérieurement. Quelle pathétique excuse. La vérité, c'est qu'il n'avait pas peur de me perdre alors qu'il dormait avec moi et trompait une autre en même temps. Ce qu'il redoutait vraiment, c'était de perdre ses privilèges, mon argent, mes soins, mon foyer. S'il m'avait vraiment respecté, il aurait dit la vérité. Il m'aurait affronté, m'aurait permis de décider quoi faire. Mais non. Il a choisi la trahison. Il a choisi de mener une double vie, pleine de mensonges. Et ce genre de trahison n'est pas de l'amour, c'est du pur égoïsme. Depuis ce jour-là, il n'a pas cessé d'essayer de me parler. Il a laissé plusieurs messages vocaux. Envoyé des dizaines de textos. Il espérait sans doute que je lui réponde, que je l'écoute, que je lui donne une seconde chance. Je les ai tous ignorés. Puis, j'ai bloqué son numéro pour être sûr qu'il ne puisse plus me contacter. C'est alors qu'il a commencé à utiliser les téléphones de ses amis pour envoyer ses excuses. Je les ai bloqués aussi. Mise à jour 3. Ce mois-ci, non seulement j'ai rompu avec mon ex et coupé tout lien, mais j'ai aussi franchi une étape supplémentaire.
J'ai décidé de contacter l'autre femme et de tout lui raconter. Ce n'était pas par vengeance. Je l'ai fait parce qu'elle méritait de savoir la vérité, tout comme j'aurais voulu que quelqu'un me dise la vérité si j'avais été à sa place. La vérité, c'est que je ne savais même pas si cette femme connaissait mon existence. Encore moins que j'avais été sa petite amie pendant 8 ans. Alors je suis allé droit au but, je lui ai envoyé un message via les réseaux sociaux. J'ai expliqué qui j'étais, depuis combien de temps nous étions ensemble, comment nous vivions sous le même toit depuis des années et comment j'avais découvert leur relation. J'ai joint les captures d'écran, toutes les preuves, et envoyé un texte honnête et calme expliquant la situation. Je lui ai laissé la liberté de décider quoi faire de cette information. Je ne voulais pas créer de drame. Je voulais simplement éclairer un peu ce qui était resté trop longtemps dans l'ombre. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Mon ex lui avait aussi menti. Elle n'avait aucune idée de mon existence. Il mentait autant à elle qu'à moi. Elle ne savait pas qu'il était en couple de longue date, qu'il vivait avec moi, qu'il construisait une vie avec moi. D'après ce qu'elle m'a dit, il lui avait dit qu'il était célibataire et qu'il vivait chez ses parents. Ses propres parents l'ont aidé à entretenir ce mensonge pour tromper la jeune femme. Elle m'a remercié. Elle a dit qu'elle allait parler immédiatement avec ses parents et tout leur raconter. Et que le mariage serait annulé. Après des années d'être trompée, manipulée et traitée comme si je ne valais rien, savoir qu'il ne s'en sortirait pas impuni m'a soulagée. Ce réseau de mensonges soigneusement construit était en train de s'effondrer. Il pensait pouvoir tromper, mentir et mener une double vie sans se faire prendre. Mais il s'est trompé. Et même si rien n'efface la douleur qu'il m'a causée, j'ai trouvé une forme de clôture surtout en sachant que j'ai peut-être aidé une autre femme à ne pas vivre la même douleur que moi. Ah, et avant que j'oublie, j'ai déjà vendu presque tout ce qui lui appartenait. Cela m'a aidé à récupérer au moins une partie de l'argent que j'ai investi en lui pendant toutes ces années. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour, et il semble que l'autre femme ait tenu sa promesse, car mon ex est réapparu à la porte de ma maison ivre et suppliant pour une autre chance. Il criait qu'elle l'avait quitté, que sa famille était furieuse parce qu'il avait ruiné ce qu'il considérait comme un engagement convenable. Il a commencé à hurler qu'il s'en fichait, qu'elle n'avait jamais été importante, qu'elle n'était qu'une distraction. Puis, comme dans un scénario prévisible, il a complètement changé de discours. Il a commencé à dire que j'avais toujours été le seul et véritable amour de sa vie. Qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Que j'étais la seule personne qui le comprenait vraiment. Je n'ai cru aucun mot. Il était là, dehors, à genoux, suppliant que je le laisse entrer. Désespéré, disant tout ce qu'il pensait pouvoir me faire céder. Cette fois, il a juré tout ce qu'il voulait. Il a même promis qu'il finirait par me demander en mariage, comme si cela pouvait effacer des années de mensonges, les dégâts émotionnels, ou le fait qu'il ne faisait ses promesses que maintenant que tout s'était effondré. Mais je l'avais déjà prévenu. Et cette fois, j'ai tenu parole. J'étais fatiguée du harcèlement, des cris, du refus d'accepter que ce chapitre de ma vie était clos. Alors, j'ai appelé la police. J'ai expliqué la situation calmement et laissé les autorités faire ce qu'il fallait. Le voir se faire emmener, criant mon nom, essayant encore de me manipuler pour que je le sauve, ça a été libérateur. Et oui, j'avoue, ça a été satisfaisant. Quelques heures après l'arrestation, ses parents ont commencé à m'appeler. Sa mère, comme toujours, a été la plus scandaleuse. Elle m'a appelée en hurlant, furieuse, exigeant de savoir comment j'avais eu l'audace de faire arrêter son petit garçon. Elle agissait comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Comme si je devais le laisser crier devant ma porte sans aucune conséquence. Comme si je n'avais pas passé des années à m'occuper de lui, à payer les factures, à cuisiner, à supporter la froideur, les mensonges, le manque constant de respect. Cette fois, je ne me suis pas tue. J'ai crié en retour. Assez d'être la femme polie qui essayait de plaire. J'en avais assez d'essayer d'être acceptée par des gens qui n'ont jamais valu la peine que je leur accordais. Alors, j'ai dit exactement ce que je pensais. Tout. Sans filtre. Je lui ai dit qu'elle avait élevé un lâche. Un menteur. Un opportuniste. Un homme qui a trompé, manipulé et profité de quelqu'un qu'il aimait de tout son cœur. Je lui ai dit qu'elle faisait partie du problème.
Qu'elle avait passé des années à justifier son comportement, à l'encourager à se cacher derrière la culture et des excuses alors qu'en réalité, elle aurait dû lui apprendre à être un être humain digne. J'ai été claire, je ne me souciais plus de son approbation. Je n'en ai jamais eu besoin. Et maintenant encore moins. Je lui ai dit qu'entre moi et son fils, c'était fini pour toujours. Je lui ai demandé de s'éloigner, d'emmener son jugement et son hypocrisie bien loin, puis j'ai raccroché. Ça a été libérateur. Bien plus que ce que j'espérais. Mise à jour 4. 4 mois se sont écoulés depuis cette dernière mise à jour et beaucoup de choses sont arrivées depuis. Malheureusement, même après tout ça, mon ex n'a pas cessé de me harceler. Malgré tous les blocages, malgré les avertissements clairs que je ne voulais plus aucun contact, il continuait d'essayer. Il apparaissait près de mon travail, laissait des messages de numéros inconnus, continuait de rôder autour de moi. Ce n'était plus de l'amour. C'était de l'obsession. Un sentiment qu'il se croyait en droit de s'immiscer dans ma vie. Alors j'ai pris des mesures légales. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Et elle a été accordée. Mais, avant cela, il a laissé une lettre à ma maison. Une lettre que je devais lire. Dans cette lettre, il disait qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait tout ça. Que cet amour avec cette autre femme n'avait jamais été réel, qu'il n'avait jamais pensé à l'épouser, que c'était juste l'excitation d'avoir une autre femme. Mais que l'amour qu'il ressentait pour moi, lui, était vrai. Qu'au début, oui, il avait eu des doutes, mais que quand ses parents lui ont raconté le reste du plan, il avait déjà prévu de la quitter. Et que, la nuit même où je l'ai expulsée de la maison, il allait tout me dire et rompre avec elle. Bien sûr. Quelle merveilleuse coïncidence, non? Même si c'était vrai, ça ne me convainc pas du tout. La seule partie authentique de sa lettre semble être celle où il mentionne que ses parents voulaient qu'il soit le pourvoyeur du mariage, l'homme qui soutiendrait cette femme. Ce qui, évidemment, lui ferait perdre son temps libre pour les jeux vidéo. Parce que, pour la première fois de sa vie, il devrait vraiment travailler. Et entretenir cette relation. Fini de perdre son emploi tous les 3 mois. Ah, et il évoquait aussi, avec une tendresse presque poétique, ses précieuses consoles de jeux vidéo. Il disait vouloir me voir au moins pour les récupérer. Dommage que personne ne lui ait dit qu'elle avait déjà été vendue. Le mois dernier, la mère de mon ex est venue chez moi. J'avais oublié de le dire avant. On dirait qu'au moins, il ne voulait pas violer l'ordonnance restrictive, car depuis, il n'a plus essayé de me contacter. Mais elle a cru que ce serait une bonne idée de venir en personne. Elle est venue me demander de rendre les affaires de son fils. Et quand elle a dit affaires, elle parlait évidemment des mêmes choses que j'ai achetées pendant toutes ces années, surtout les jeux vidéo. Parce qu'avouons-le, c'est ce qui a le plus de valeur sentimentale pour lui. J'ai répondu calmement. J'ai dit que tout avait déjà été vendu. Et plus encore, j'ai ouvert mon téléphone et montré mon compte sur la plateforme où j'ai fait les ventes. J'ai prouvé que ces biens m'appartenaient légalement. Que chaque centime avait été dépensé par moi. Que c'était mes achats, mon argent. Et que j'étais tout à fait dans mon droit en vendant tout. Elle est devenue furieuse. Elle m'a accusé de vendre les affaires de son fils et a menacé de porter plainte contre moi. J'ai ri. Je lui ai expliqué qu'elle pouvait porter plainte contre qui elle voulait, mais que rien de tout ça n'était à lui. Rien de ces choses n'avait été acheté avec son argent. Rien. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, avec ce visage mêlant haine, déception, une certaine fatigue. Au moment de partir, elle avait visiblement plus de rides qu'en arrivant. Aujourd'hui, ma maison est redevenue uniquement mienne. Mon espace, ma paix, ma vie. Lui. Il a disparu comme il se devait. L'ordonnance restrictive est toujours en vigueur et, pour autant que je sache, il essaie encore de convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'il a été victime. Mais je m'en fiche maintenant. Parce qu'après des années à être utilisé, rabaissé et manipulé, je me suis enfin choisi. Et même si j'ai perdu du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie avec quelqu'un qui n'a jamais mérité la moitié de ce que j'ai offert, ce que j'ai gagné à la fin est bien plus précieux, la liberté, la clarté et un amour-propre qu'il n'a jamais réussi à effacer. Peut-être qu'il a perdu la femme qu'il aimait le plus. Mais moi,
Je me suis débarrassée de l'homme qui m'a le moins valorisé. Et tu sais quoi? C'est le meilleur échange que j'ai jamais fait. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un puissant témoignage de courage et de résilience. Après des années de déception, de trahison et de manipulation, cette femme a finalement trouvé la force de se choisir elle-même, de reprendre son pouvoir et de mettre fin à une relation toxique. Elle a transformé sa douleur en une leçon de vie et a su faire preuve d'une détermination remarquable pour se libérer d'un homme qui ne la méritait pas. Son parcours rappelle à tous l'importance de l'amour-propre, du respect de soi et du courage nécessaire pour dire non aux abus, même lorsque cela semble difficile. Et voilà, une autre histoire émouvante de Reddit qui se termine. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.